En off, c'est ton émission dédiée au football business. Tous les secrets dédiés aux acteurs du football seront révélés ici. Évidemment, des anecdotes et des négociations exceptionnelles. Cette semaine, je suis avec un invité tout à fait spécial puisque c'est l'ancien propriétaire et président du Standard de Liège. Mais juste avant ça, je vous invite à liker. Bien évidemment, cette émission est également diffusée sur YouTube. Donc, le petit like s'impose. Abonnez-vous également et puis en podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir. Réagissez à l'émission, commentez, moi je lis avec grand plaisir également. On est parti tout de suite, c'est le meeting. Et on est dans le meeting aujourd'hui avec Monsieur Bruno Venanzi qui me fait le plaisir d'être là. Bruno, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation dans Off. Je suis très content que tu sois là. Déjà, je te dis un grand merci pour une chose, c'est que tu le sais, bon, forcément, j'ai été, et je le suis toujours d'ailleurs, un grand sympathisant du football belge d'une manière générale, suiveur assidu du Standard de Liège, et j'ai parfois été assez piquant avec toi, et pourtant tu ne m'en as pas... tu es venu, tu es là, tu as accepté l'invitation, donc pour ça, franchement, je tiens à te remercier vraiment du fond du cœur, parce que voilà, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui comprend aussi un petit peu comment les choses fonctionnent, et les tours aussi des médias, la manière dont ça joue, quoi. Ah mais j'ai tout un dossier, on va en reparler. Hein. T'as ouvert ton dossier, tu l'as préparé? Oui. Bien sûr. C'est magnifique. Et en tout cas, Bruno, aujourd'hui, c'est génial de te recevoir parce que, comme tu le sais, l'émission Off, c'est une émission qui tend à comprendre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur du milieu du football, comprendre un peu les arcanes, etc. Tu as été... président du Standard de Liège et à la tête d'un club qui est quand même un club de renommée nationale mais également internationale, c'est-à-dire que tu te dis le Standard de Liège, tous les amateurs de football savent de quoi il s'agit, et alors justement dans ta vie d'une manière générale, tu as dû sûrement utiliser ce qu'on appelle le off, on parlait tout à l'heure de cet aspect parfois journalistique évidemment qui peut exister, d'en parler également en coulisses. Pour toi, quelle est ta conception du off? C'est quoi le off? Bah, en théorie, le off, ce qu'on va dire aujourd'hui, doit rester entre nous. Évidemment, donc on a un peu contradiction in terminis aujourd'hui. Parce que quand on parle en off à un journaliste, hein, ça arrive, on est censé donner des informations qui sont des informations privilégiées, qui peuvent être utiles aux journalistes dans le cadre de la compréhension d'un dossier, mais dont il n'est pas censé donner l'origine de sa source ou dont il n'est pas censé donner l'entièreté des informations en fonction de ce qui doit être dit ou pas dit. Tu as utilisé le latin, j'allais dire que je te reconnais bien là. C'est le féru d'histoire, hein. Tu as étudié évidemment en histoire. Un vieux réflexe. Mais tu l'utilises souvent quand tu parles en général le latin? Bon, j'ai quelques expressions comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup et j'essaye de les placer, donc, mais c'est un peu de la forfaiterie peut-être. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tu as été président, propriétaire du Standard de Liège pendant maintenant un certain nombre d'années. 7 ans exactement. 2016-2022, c'est ça? Oui. Quel est le principal... cette saison. Quel est le principal enseignement que tu retiens de cette expérience de vie? C'est une expérience riche évidemment en événements, en émotions. C'est quelque chose de très intense, beaucoup plus intense émotionnellement que la gestion d'une entreprise, que la création d'une entreprise, que la vente d'une entreprise, puisqu'on est dans une optique complètement différente où... Vous savez, dans les grandes entreprises qui sont cotées en bourse, on a un bulletin, j'appelle ça un bulletin trimestriel, donc on doit publier ces chiffres, expliquer si on est en marche par rapport à ce qu'on a annoncé précédemment. Ça se fait déjà, on trouve que c'est trop de manière trimestrielle. Le football, on est parfois amené à réfléchir, à peut-être changer sa stratégie, ce qui est une erreur, mais après 1, 2, voire 3 défaites. Et donc, c'est une remise en cause qui est quasi quotidienne. Et ça, c'est parfois difficile à gérer. Et qu'est-ce qui était le plus difficile dans cette fameuse remise en cause? C'est une remise en question perpétuelle de toi-même ou une remise en question d'une manière générale
du groupe, de la structure que tu possédais quelque part. Et quelque part, donc on définit en début de saison quels sont les objectifs de la saison, comment on va y parvenir. On sait bien que tous les clubs savent ça, qu'on ne va pas gagner tous les matchs. C'est une évidence. Et puis, en fonction de l'évolution de la saison, parfois, on remet en cause la politique de transfert que l'on a menée, le choix d'un coach que l'on a mené. On est amené à... Parfois, on a des pressions qui sont les pressions des supporters, les pressions de la presse qui n'est pas négligeable, les pressions des agents qui essayent de vous influencer pour faire évoluer ou vous faire prendre une décision que vous hésitez à prendre ou que vous ne voulez pas prendre. Et donc, s'il y a toujours... c'est un peu un travail permanent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui a un côté excitant, parce que ça donne de l'adrénaline, mais ce qui a un côté aussi usant. Bah oui, puis en même temps, tu es un journaliste... tu es un président supporter. Ça, tu l'as souvent dit. Quand tu es arrivé, je me rappelle de ta première présentation... Directement, tu as remis les choses, on va dire, en route. Tu l'as dit. Tu as dit, écoutez, voilà, moi, mon rêve, c'était d'être président du Standard. C'est un peu mon jouet d'enfant. Enfin, c'est les termes que tu avais utilisés. C'est vraiment... pas tout à fait ça, si je puis me permettre. Vas-y. Parce qu'un rêve d'enfant, ce n'est pas d'être président d'un club de football. Un rêve d'enfant, quand vous aimez le foot ou le sport en général, c'est de jouer en première division de football. Ça, c'est un vrai rêve d'enfant. Oui, tout à fait. C'était plutôt ça, le rêve d'enfant. Mais président, supporter, je l'ai toujours assumé. Et je pense que c'est peut-être une faiblesse pour certains, mais c'est aussi une force pour d'autres, parce que ça permet de garder toujours un attachement au club. On a vu des clubs qui ont fait faillite récemment. On a vu des clubs qui ont disparu, même s'il y avait des investisseurs importants derrière, parce qu'ils ont décidé du jour au lendemain, tiens, j'arrête de financer ce club. Dans mon cas, ce n'était pas possible. Quand, après le Covid et après une campagne de transfert qui n'avait pas été à la hauteur de nos espérances, il a fallu remettre de l'argent. Je pouvais prendre la décision, tiens, finalement, non, je ne remets pas d'argent, j'arrête, tant pis, merci, au revoir. Oui, c'est ça. Mais ça, quand on est supporter comme je l'étais, comme je le suis toujours, c'est impossible. Et donc, c'est peut-être aussi un avantage qui fait que le club existe toujours quand il y a des présidents supporters. Mais justement, président supporter, est-ce que publiquement, le fait de l'avoir annoncé comme ça, pour toi, c'était tout de suite une bonne idée? Tu l'as considéré comme étant une bonne idée en disant « je vais peut-être me mettre les supporters entre guillemets dans la poche, donc il faut que je le fasse ». C'est une opération de communication. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as pensé? Ou tu t'es vraiment dit « je vais la jouer à l'honnêteté ». Je dois absolument le dire parce que les gens doivent le savoir, et ceux, de toute façon, dans le milieu de Liège, le savaient déjà, quoi. Oui, il y avait effectivement les deux. Tout le monde savait que j'étais un supporter. J'ai été abonné pendant plus de 20 ans. J'étais abonné en T3, deuxième étage. Bon, ceux qui connaissent un peu le stade savent ce que ça veut dire. Oui, on sait où c'est. Ouais. J'ai eu des présidents antérieurs à moi, donc je connaissais quand même un peu la musique. Mais il me plaisait de ne pas le cacher. Mais parallèlement à ça, on sortait d'une période où c'était Roland Duchâtelet qui était le président, qui a appris à aimer le club au fur et à mesure de sa présidence, malgré les difficultés. Mais on sait qu'à la base, il n'était pas passionné du Standard comme j'avais pu l'être. Oui. Et j'ai un peu joué là-dessus, ça c'est vrai. Oui, c'est clair, c'est clair. Et de toute façon, le fait de jouer là-dessus, on a envie de dire ça fait partie du jeu, non? C'est exact. On essaye toujours d'utiliser les cordes un peu sensibles pour communiquer. Et puis parfois, ça fonctionne bien, surtout quand vous gagnez des matchs. Quand vous commencez à perdre des matchs, ça fonctionne moins bien. Et bien sûr, ça peut se retourner contre vous le cas échéant. Oui, c'est clair, parce que je me rappelle d'une phrase qui avait été dite d'ailleurs par un ancien dirigeant du Standard de Liège en disant que tu étais une espèce d'anesthésiste, c'est-à-dire que tu avais réussi à un moment donné à ce que les attentes des supporters ne déclenchent pas en cas de contre-performance et en cas de fonctionnement un peu qui n'était pas adéquat aux attentes des supporters. Ça ne déclenche pas une espèce de feu, etc. autour de toi et contre toi.
Est-ce que toi, tu l'as fait vraiment pour calmer, tu as vraiment mis en place une stratégie pour mettre justement un peu de calme autour de toi et pour justement calmer les supporters? Est-ce que tu as travaillé notamment avec la presse et avec les outils que tu as de communication pour pouvoir ne pas te recevoir ce feu-là, parce que je peux comprendre que ça fait peur. Il s'est trompé, ou alors mes produits anesthésiants n'ont pas fait effet longtemps, parce que j'ai quand même subi quelques broncas sur les 2 dernières années, avec un envahissement de terrain contre Charleroi, un jet de balles de tennis contre Malines. Donc j'étais manifestement pas un bon anesthésiste, mais c'est vrai que sur la première année ou les 2 premières années, ils ont été assez tolérants. Parce qu'on communiquait effectivement beaucoup avec eux. Je crois que c'est la meilleure manière. Et puis les résultats ont été nettement meilleurs. On a gagné une première Coupe de Belgique, enfin ça c'était déjà après 1 an, une deuxième Coupe de Belgique après 3 ans. On termine vice-champion. L'année suivante, on finit 3e, donc de nouveau un bon résultat. Pas assez, mais quand même un bon résultat quand on finit dans le top 3. Et puis l'année suivante, on finit 6e. C'était après le Covid, et c'est là que les ennuis, je dirais, commencent, puisque c'est à ce moment-là qu'on a à Malines le jet des balles de tennis des premiers supporters qui envahissent le terrain. Mais c'était une saison moyenne. Mais comme les 2 saisons précédentes avaient été couronnées de résultats corrects, les supporters sont dans l'attente, ils veulent toujours plus, ils veulent toujours mieux. Et on n'a pas réussi à continuer cette croissance. Et c'est là que ça a commencé, que mon fameux produit anesthésiant a eu ses effets limités. Non, c'est vrai que la première année, peut-être les 2 premières années, même si on avait gagné une Coupe de Belgique, les supporters étaient assez complaisants, mais déjà beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc moi, je trouve très bien qu'ils soient là derrière les joueurs, et qu'ils étaient là derrière les joueurs sur les 3 dernières années, parce que c'est pas facile non plus pour des joueurs de jouer avec une pression, avec des supporters qui n'encouragent plus. J'ai parlé à l'époque avec certains joueurs lors de l'envahissement de terrain de Charleroi. La plupart des joueurs ont peur, forcément, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Et donc, je crois qu'il y a aujourd'hui aussi un déclic chez les supporters que, au-delà de la déception des résultats, au-delà de la déception de la gestion du club, les joueurs n'y sont pas toujours pour quelque chose. Et c'est toujours mieux d'être dans l'encouragement. Maintenant, ça fait partie aussi, j'estime, du travail des supporters, de pousser son équipe vers la victoire et de mettre d'un coup de pression vers les joueurs s'ils ne sont pas assez combatifs, vers la direction s'ils pensent que les décisions ne sont pas les bonnes. Et c'est difficile en tant que dirigeant. C'est comme quand il y a un syndicat, une entreprise. Si vous demandez à tous les chefs d'entreprise, est-ce que vous voulez avoir un syndicat dans votre entreprise? Je pense qu'il y en a près de 100% qui vont répondre non. Il y en a quelques-uns qui vont répondre c'est un mal nécessaire. Et il y en a encore quand même quelques-uns qui vont se dire oui, finalement, c'est un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir est quand même toujours nécessaire dans toute gestion. Quand même, je trouve ça très intéressant ce que tu racontes, mais je voulais revenir sur, tu parlais justement de la Coupe de Belgique. La Coupe de Belgique, c'est un moment important parce que c'est le moment vraiment où on voit ton époque du Standard qui réussit. On te voit aussi très joyeux à ce moment-là, c'est vraiment des belles images, c'est des belles émotions. Et tu sors une fameuse phrase qui pour moi est restée vraiment assez mythique dans l'idée des supporters du Standard de cette époque-là, où tu dis après les chips, la bière, quoi. C'est ça. Donc on va aller chercher la Jupiler Pro League après avoir été chercher la Croquis Cup. En gros, c'est ça. Alors c'est marrant parce que effectivement, à ce moment-là, on a vraiment le sentiment que le Standard est en pleine évolution, en plein développement. Et pourtant, finalement, après toutes ces années, tu n'y es pas arrivé à obtenir le titre national. Qu'est-ce qui t'a manqué, tu penses, dans la construction même, toi, en tant que dirigeant? Quelles sont les erreurs fondamentales que tu penses avoir faites qui t'ont empêché d'aller justement chercher cette étape-là? Pour revenir sur la petite phrase, effectivement, c'était de l'humour.
Et j'avais sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir dans l'inconscient collectif, parce que ça voulait vraiment dire bien sûr que je l'espérais, mais ça voulait dire vraiment pour beaucoup de personnes, on va y arriver. À une époque où la plupart des supporters avaient une confiance encore importante envers la gestion que l'on avait mise en place. Et puis, qu'est-ce qu'il a manqué? C'est toujours difficile de dire. Vous savez, j'ai dit à de vos confrères journalistes, je pense que c'est en 2017 ou 2018, quand on a commencé à avoir des bons résultats, quand on a eu des bons résultats sportifs et puis des bons résultats financiers, parce qu'on a vendu Genepo, on a vendu Marine à des prix intéressants. On va y venir, ouais. Et bien là, je me suis dit... Bruges dominait déjà le championnat de manière assez outrageuse. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pris Michel Prudhomme comme coach après Ricardo Sapinto, pour mettre en place une dynamique. Il avait déjà été champion avec le Standard de Liège, il avait été champion un peu après avec Bruges. Il avait mis toute une structure en place parce qu'il avait beaucoup construit pendant ces années Standard. Il a remis ça en place à Bruges avec Vincent Manhart et Bart Verhagen et Jan Boon. Et je me suis dit, oui, c'est un investissement parce que Michel Prudhomme coûte cher. On a bien vendu des joueurs et je voulais vraiment, et c'est ce que j'ai dit à de vos confrères, je disais, éviter une bayernisation du championnat de Belgique avec Bruges. C'est l'expression... Ce qui est en train d'arriver, en fait, fondamentalement. Tu étais dans l'anticipation, parce que c'est ça, on y est là-dedans. Et voilà, et donc tous les bénéfices de ces transferts, j'ai choisi de les réinvestir dans des nouveaux transferts qui ne se sont pas avérés pertinents. Prenons le cas d'Avenatti, par exemple, qu'à l'époque, toute la Belgique voulait. Le directeur sportif de l'époque, Olivier Renard, voulait Avenatti. Michel Prudhomme voulait Avenatti. Tous les journalistes disaient c'est un bon transfert. Voilà, pour toute une série de raisons, ça a été, au total, salaire plus transfert, 10 millions d'euros jetés à la poubelle. On a fait à ce moment-là quelques autres transferts qui ne se sont pas avérés pertinents. Ouais. Le Covid est arrivé. Il fallait, puisque une année de Covid pour le Standard de Liège, c'est une perte sèche de 10 à 15 millions d'euros sans les supporters, sans une partie des droits télé qu'on a dû repayer, sans les repas. Un match au Standard, c'est entre 800 et 1200 repas par match. On ne se rend pas compte de ça, de l'impact que ça peut avoir un match à domicile du Standard de Liège. Et donc, c'est beaucoup de revenus en moins. Et les bénéfices, je les avais remis dans des achats de joueurs. Et à ce moment-là, les difficultés financières ont commencé. Et là, on est rentré dans un mauvais cycle. Donc, l'erreur à ce moment-là, c'est mauvaise qualité des transferts, d'une part, et d'autre part, pas suffisamment de prévisions par rapport à la trésorerie. Évidemment, on ne pouvait pas savoir que le Covid allait arriver, mais il eût été pertinent de garder un petit bas de laine. Ouais. On va revenir sur l'été 2019, parce que c'est un été qui est vraiment très intéressant, parce qu'à ce moment-là, le Standard gagne de l'argent en vendant des joueurs. Et on remarquera que dans les années qui ont suivi, en fait, le Standard n'a plus vraiment gagné de l'argent en vendant des joueurs. À ce moment-là, on en a parlé tout à l'heure en coulisses, c'est les ventes de Genepo et Razvan Marine qui vont vraiment hausser le curseur pour quasiment plus de 35 millions d'euros de ventes, un truc comme ça sur l'année. Un petit peu moins. Ouais, donc, Genepo, c'est solide, quoi. Bien sûr, et puis on a vendu aussi Vojvoda, je pense, cette année. Bergim Vojvoda, ouais. 5 ou 6 millions, donc au total, oui, on était proche des 35, effectivement. Voilà, un montant qui est quand même assez solide, et pourtant, paradoxalement, dans l'historique du Standard, il y a eu le réinvestissement de ça, qui a été, qui n'a pas été bon, tu l'as dit notamment avec Avenatti, où tu parles de perdre 10 millions d'euros, c'est quand même énorme, et c'est le début du déclin, en fait. C'est le début du déclin sportif du Standard, alors que c'est justement là que ça doit se passer. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un environnement Standard de Liège. Et c'est peut-être à un moment donné aussi cet environnement-là qui a causé aussi, à un moment donné, le début de ça. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne s'est pas un peu trop laissé emporter par l'euphorie? Le fameux président supporter que tu es. C'est pas à un moment donné... A posteriori, c'est toujours plus facile de faire un constat, c'est évident.
Aujourd'hui, il est aisé de dire ah bah oui, on aurait plutôt dû transférer tel joueur plutôt que celui-là. Ouais. On aurait dû faire des réserves, comme je l'ai dit. Mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait un momentum. Et cet apport, évidemment, j'aurais pu, puisque j'étais seul actionnaire, dire tiens, on a vendu pour 35 millions, on va réinvestir 15, et les 20 millions, je me les donne en dividendes. Supporter ou pas supporter, c'est quelque chose que, en tant qu'homme d'affaires, entre guillemets, parce que je n'aime pas trop ce terme, j'aurais pu faire. Mais c'est ce que tu es. Oui, bien sûr. Tu dis que tu n'aimes pas le terme, mais c'est ce que tu représentes aujourd'hui. En plus de ça, avec d'autres réussites, on en parlera plus tard. Donc, tu sais le faire. Et donc voilà, c'était vraiment dans l'idée de concurrencer le FC Bruges qui était parti pour une hégémonie qui n'a été que cassée par l'Union Saint-Gilloise. Oui, tout à fait. Et encore. Non, l'Union, c'est effectivement un modèle encore totalement différent. C'est intéressant parce que c'est un modèle qui est beaucoup basé sur les data. La data, c'est quelque chose qui n'était pas dans la méthode de recrutement du Standard à ton époque, quelque chose de primordial. C'était pas le premier idée, quoi. Non, c'était déjà on n'était pas il y a 15-20 ans, mais on utilisait les datas, mais pas comme un Brighton ou un Union Saint-Gilloise peuvent l'utiliser, bien qu'ils n'utilisent pas que ça. C'était basé essentiellement sur du scouting. L'utilisation de plateformes comme beaucoup l'utilisent, de Y-Scout. Donc on peut voir tous les matchs et tous les joueurs de tous les championnats européens et étrangers. Là-dessus, il y a également des datas, mais ce n'étaient pas des algorithmes aussi poussés que ceux développés par Brighton et par l'Union Saint-Gilloise, entre autres. Non, c'est clair. Et c'était une méthodologie qui était plus basée sur une connaissance du métier, une connaissance du terrain de la part des équipes. À l'époque, il y a eu Daniel Van Buiten, Olivier Renard, et puis sur la fin, Axel Lawaré. Il y a eu beaucoup de changements, je trouve, dans ta vie autour du Standard. J'ai le sentiment que Dans ma vie, non. Dans ta vie autour du Standard. Ta vie personnelle, je sais que tu es quelqu'un de très stable, tu es très heureux, avec des enfants qui t'aiment et une très belle famille. Mais dans ta vie du Standard, il y a eu des départs, il y a eu beaucoup d'arrivées, il y a eu beaucoup de départs aussi. Et ça fait un peu un lien aussi avec une des phrases que tu as écrites, parce que j'étais voir sur ton site d'une des sociétés de consultance que tu as créées, où tu parles justement d'avoir quelque part des gens autour de toi, un entourage qui ne soit pas trop docile, qui puisse remettre en question tes compétences, qui puisse à un moment donné te challenger aussi. Est-ce que tu penses que ça a été peut-être ce problème-là qui a été un souci dans ton mode de gestion au Standard, le un manque des de problèmes, challenge? ce n'est pas le seul problème. Je pense que le premier problème dans ma gestion au Standard, c'est d'avoir racheté seul. Être seul actionnaire, ça c'est quelque chose auquel je n'avais jamais été confronté, puisque chez Lamperis, j'avais dès le départ un associé, puis on a fait une augmentation de capital après quelques années assez importante. Donc on avait 2 nouveaux investisseurs, et donc il y a toujours eu, dès le départ, un esprit de contradiction. On n'était pas toujours d'accord avec mon associé, donc on discutait et puis on essayait de prendre les bonnes décisions. Assez rapidement, on a mis un CEO de confiance avec qui aussi on discutait. On avait des conseils d'administration avec de vrais échanges. Et ça m'a manqué au Standard. Ça m'a manqué pour avoir un esprit contradictoire, pour les prises de décision, mais aussi pour l'engagement de personnes. Où j'ai plus fonctionné à l'affect, et ce qui était une erreur. Je pense que de nouveau, pour les engagements de postes clés, il faut avoir plusieurs avis. Il faut peut-être même prendre des personnes extérieures qui vont analyser le comportement de l'individu dans le groupe pour voir si ça va matcher. Et donc ça, c'est 2 aspects. Être seul actionnaire, premier aspect, et puis être seul à prendre les décisions, deuxième aspect, ont été des faiblesses dans ma gestion du Standard. Et puis dès 2018-2019, j'ai essayé de trouver un partenaire pour rejoindre le club. Ça n'a pas été facile. Et puis il y a eu le Covid, et puis j'ai décidé de vendre l'entièreté des actions, même si lors du processus de vente, j'ai eu 2 groupes qui souhaitaient que je reste
comme actionnaire et comme cadre dirigeant, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a aussi une chose qui est, pour moi, hein, je le prends vraiment de l'arrière, tu me dis si je me trompe ou pas, mais tu t'es souvent cherché aussi en termes de partenaires. C'est-à-dire que tu es parti à un moment donné, il y avait une grosse collaboration que tu faisais, notamment avec Christophe Enrotet, qui t'a amené notamment la collaboration avec Daniel Van Buiten. Il y a une collaboration ensuite, évidemment, avec Olivier Renard que tu as engagé, qui a permis beaucoup de réussite aussi sur le point de vue des ventes. Tu t'es séparé d'Olivier Renard, il y a eu Axel Lawaré dont tu as parlé. En fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont transité autour de toi. J'ai l'impression que tu n'as pas, à un moment donné, trouvé la bonne personne à qui faire confiance pour avancer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu... non, il y a eu Michel Prudhomme, évidemment. Il y a eu des collaborateurs, il y a eu des sous-traitants. Les agents, je les mettrais plutôt dans la catégorie sous-traitants, comme Enrotet, comme d'autres agents. Mais à ce moment-là, Christophe était quand même un agent important, on est d'accord. Oui, bien sûr. Il t'aidait à développer des relations, etc. Enfin, c'est quand même un mec qui était quand même, à un moment donné aussi, pour mettre en avant et t'aider à comprendre comment fonctionnait ce milieu. Je pense que c'est aussi pour ça que tu as fait appel à lui. Parce que tu devais comprendre un peu... disons qu'on se connaissait avant que je reprenne le club, donc... Allez, pour replacer une petite locution latine, in tempore non suspecto. Oui, enfin, par exemple, au début, quand j'ai repris le club, j'ai hérité d'Axel Lawaré. Et puis, après un certain temps, sous l'impulsion de Daniel Van Buiten et Olivier Renard qui est arrivé, j'ai mis fin au contrat d'Axel. Je pense que c'était une erreur. Parce que Axel travaillait très bien et était une personne excessivement honnête, ce qui est rare dans le milieu. Mais j'ai mis un peu trop de temps à le comprendre. Alors ça ne veut pas dire que je traite les suivants de malhonnêtes, mais ça veut dire que je sais qu'avec Axel, je pouvais avoir 100% confiance, ce qui est très très rare, très très rare dans le milieu. Alors vous avez évoqué Daniel, qui était... Enfin, je ne vais pas parler individuellement de chaque personne. Chacun a fait du bon travail et puis parfois du moins bon travail. Et c'est la raison pour laquelle j'estimais, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis parfois fin à des contrats où des personnes sont parties. Mais dans la vie d'une société, c'est aussi un peu inhérent. Maintenant, pour la gestion de toute société, d'un club de football ou de n'importe quelle entreprise, la stabilité est toujours meilleure. Donc si on peut trouver les bons collaborateurs comme on les avait trouvés chez Nampiris, ça aurait certainement été plus simple. On l'a vu avec Bruges, le couple Bart Verhaak, Vincent Manhart, qui a duré quelques années, a été excellent. Ici à l'Union Saint-Gilloise, il y a Philippe Bourmans, que j'ai connu quand il était à Saint-Tron, qui est un excellent dirigeant de club. Aussi à qui on peut faire totale confiance. Donc voilà, ça c'est le type de dirigeant que j'aurais pu ou j'aurais dû recruter à cette époque. Alors on revient justement dans quelques instants. Pour ceux qui nous suivent sur LN24, ce sera juste après la pub. Et donc parmi les dirigeants qui sont importants, à qui tu as donné totale confiance, à qui aussi, qui ont été importants, mais qui également étaient importants dans l'histoire du club, on ne peut pas ne pas nommer Michel Prudhomme. C'est important parce que Michel Prudhomme, c'est quelqu'un à qui tu as donné un contrat incroyable. Il faut dire la vérité. Tu l'as vraiment... tu as tout fait pour l'avoir. Tu étais un peu fan de lui aussi, on peut le dire. C'est quelqu'un que tu appréciais beaucoup en tant que joueur. Donc, tu as tout fait pour l'avoir. Et surtout en tant que coach. Et puis ensuite aussi en tant que coach, parce que tu étais, à mon avis, voilà. Tu pensais que c'était peut-être des résultats garantis lorsqu'il arrive. Et puis finalement, ça n'a pas été une si bonne réussite que ça. Comment toi t'estimes cet échec Michel Prudhomme, qui est quand même quelque chose sur lequel tu avais mis beaucoup d'investissement d'une manière générale, que ce soit affectif, personnel et aussi financier. La première année, ça ne s'est pas trop mal passé, puisque comme je le disais tout à l'heure, on finit 3e. Ouais. On espérait évidemment un petit peu mieux, mais même à cette époque-là, tous vos confrères, consultants, journalistes disaient que c'était un bon achat et que Michel Prudhomme était toujours champion la 2e année. Oui, c'est vrai. C'était souvent sa 2e année. C'est ce qui revenait systématiquement. Et on a vu qu'il a apporté
qu'il a apporté aussi pas mal de bonnes choses en termes de professionnalisation de la structure. Bien sûr, c'est quelqu'un qui aimait diriger, hein, notamment tout ce qui est sportif, et moi j'estime ça normal. Et puis là, c'est la deuxième année qu'effectivement ça a foiré pour... ça a été l'année Covid déjà, et puis pour diverses raisons privées du côté de Michel, qui a fait qu'il a souhaité mettre un terme à sa carrière. Et donc là, ça a été effectivement l'année où ça commençait à être difficile. C'est Philippe Montagnier qui est venu comme coach. La sauce n'a pas tout à fait pris. C'était Mbailey aussi, je pense. Et puis après, il a été remplacé par Mbailey. Et puis après, ça a continué. La débandade, on va dire ça comme ça. Quand Mbailey est arrivé, les débuts ont été bons. Je pense qu'il était également encore coaché par Michel. Ouais. Et puis finalement, on a commencé la saison suivante, qui était ma dernière, avec Mbaye. Et puis on a changé pour Lucas Elsner et William Steele, qui n'était pas un mauvais casting, mais on était déjà dans une phase de déclin. Et il y avait toujours de la qualité dans le noyau. Malgré tout, c'est parce que, pour une raison que j'ignore, les contrats n'ont pas été renouvelés. Mais on avait quand même encore dans l'effectif Selim Amala, qui a fait la Coupe du Monde que l'on sait, qui a quand même eu encore quelques bons moments après. On avait Nicolas Raskin, qui était un des moteurs de l'équipe. Il prouve aujourd'hui que c'est un très bon investissement et un excellent joueur. C'est des joueurs avec lesquels le Standard aurait pu faire des plus-values importantes, mais pour des raisons qui m'échappent, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais il y a quand même encore une certaine qualité dans ce noyau-là, même si cette saison-là a été très mauvaise. Oui, c'était très très compliqué, effectivement. Après, c'est vrai que d'une manière générale, ce qu'on attendait du Standard, c'était aussi de pouvoir hausser le niveau dans les matchs importants, mais surtout, ça a toujours été le même problème en fait au Standard, c'est que les matchs où il fallait être bon parce que c'était des matchs importants, le Standard savait répondre présent. Mais dans les matchs vraiment de milieu de tableau, à chaque fois, c'était très, très problématique. Je me rappelle en avoir discuté avec Yannick Ferreira, qui était aussi là au début de ton époque, Yannick Ferreira comme entraîneur. Mon premier coach, voilà. Réal, j'ai choisi. Ouais. Voilà. Et ton premier coach, il m'a clairement dit, on faisait la fête et j'étais sûr et certain qu'on allait perdre le match d'après quand on gagnait un gros match avant. Pourquoi il y a cette mentalité-là au Standard? Comment tu peux... Moi, ce que je cherche à comprendre avec toi, c'est comment ça se fait que, quelque part, on n'arrive pas à trouver, à un moment donné, aujourd'hui, retrouver cette espèce de formule magique que tu as longtemps cherchée quand tu étais propriétaire du Standard et qu'on n'a toujours pas, et on y reviendra, avec les Américains. Je ne sais pas s'il y a une formule magique. Comme je l'ai dit, il y a eu aussi des bons moments, des bonnes périodes où on a gagné beaucoup de matchs. Je prends l'exemple du temps de Sapinto. Rappelons-nous du début de saison de Ricardo, il était catastrophique. À un moment donné, tout le monde me dit « il faut que tu vires Ricardo Sapinto ». Mon CEO dit « il faut virer Ricardo Sapinto ». Le directeur sportif, il faut virer Ricardo Sapinto. Prenez les articles de presse à ce moment-là, il faut virer Ricardo Sapinto. Je discute avec les joueurs. Il y avait à ce moment-là une vraie communauté de joueurs, avec des vrais leaders. J'avais Paul-José Mpoku, grand leader de vestiaire. Sébastien Pocognoli, grand leader de vestiaire. Jean-François Gillet, Réginald Goreux. C'est eux qui tenaient les clés du vestiaire et c'est eux qui ont aidé aussi le coach et qui m'ont aidé à prendre cette décision de dire oui, on peut virer Sapinto. Tout le monde dit de virer Sapinto. Dans tous les organes de presse, c'était Sapinto dehors. Mais il faut trouver un autre coach, meilleur, et recommencer à zéro. Or, je sentais qu'il y avait cette dynamique de groupe qui était bonne grâce à ces leaders de vestiaire. Et on verra. On a vu aujourd'hui le début de carrière de Sébastien Pocognoli. Ça a une explication. Plutôt prometteur, directement. Plutôt prometteur, voilà. On a vu Paul-José Mpoku qui prépare déjà sa reconversion. Jean-François Gillet qui est devenu entraîneur des gardiens. Il y a eu Régis qui a dirigé l'académie, c'est terminé. Mais donc, c'était des personnes importantes. Et c'est ça qui fait, je pense, c'est pas la recette magique, mais c'est ça qui fait l'importance et la qualité d'un groupe. C'est qu'il y ait des leaders de vestiaire qui soient derrière leur coach et qui ne soient pas justement là toujours à vouloir faire la fête
temps en temps, il faut faire la fête, il faut que le stress sorte. Pour certaines personnes, c'est une manière que le stress s'évacue. Mais il faut aussi un coach et des joueurs qui remettent les pendules à l'heure. Et c'est ça qui est peut-être... Yannick, au début de sa carrière, n'avait peut-être pas cette force suffisante que pour savoir diriger un vestiaire, ou n'avait pas les leaders suffisants dans l'équipe. Et c'est ça peut-être qui a fait la force du Standard 2018, même l'année suivante. Et puis sa faiblesse parce qu'on n'avait plus ces leaders les années d'après. Mais moi, sous ton mandat, la question que je me posais, c'est qu'à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on ne trouvait pas d'équilibre? C'est-à-dire qu'il y avait de ton côté, et je pense dans des moments d'euphorie et les très beaux moments, un moment où vous étiez là, il y avait une folie, il y avait une euphorie, etc. Déjà, comment tu gérais ça? Ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Et puis, il y a des moments où ça n'allait pas du tout. Et là, c'était la dépression. Il n'y avait pas de soucis. Enfin, il y avait beaucoup de soucis, mais je veux dire, voilà, c'était très, très compliqué à gérer d'une manière générale. Comment est-ce qu'on maintient le cap? Comment est-ce qu'on arrive à trouver une balance? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'au Standard, et c'est ça ma question de base, tu n'as pas de ligne de flottaison. Tu n'as pas de base. Tu es toujours dans le « c'est exceptionnel, ça ne va pas du tout ». C'est le cauchemar, je suis amoureux. C'est tout le temps ça, en fait. Tu comprends? C'est ça aussi l'amour-passion que peuvent avoir les supporters. Mais comment on gère? Parce qu'aujourd'hui, un dirigeant, dans l'idée de diriger, il doit faire preuve de raison, il doit avancer pour avoir un certain cap. Comment tu as fait ou comment tu as essayé de faire? Parce que je me doute que... C'est ce que je disais en début d'émission. Ouais. Quels que soient les résultats, il faut garder le cap que l'on s'est fixé, l'objectif que l'on s'est fixé en début de saison. Pas commencer à paniquer parce qu'on perd 2 matchs de suite, pas commencer à être euphorique parce qu'on gagne 3 matchs de suite. Et c'est vrai que dans un club comme le Standard, et les supporters et tout ce qui tourne autour du club, y compris les journalistes, ont tendance à s'enthousiasmer. Le Standard gagne 3 fois de suite, il bat Anderlecht, il bat Bruges, et puis on dit en micro-trottoir, est-ce que le Standard va être champion? Ça c'est typique, on ne voit pas ça dans d'autres clubs. Et c'est ça qu'il faut aussi essayer de raison garder et garder les pieds sur terre. C'est pas parce qu'on fait 2 bons résultats. Vous voyez, en début de saison, le Standard a battu Genk. C'est un résultat prometteur, encourageant. J'étais au match, c'était sympa. Mais on a vu par la suite que ça ne s'est pas confirmé. Donc il faut essayer de ne pas s'enthousiasmer. Et c'est encore plus important quand on est dirigeant de club. On doit prendre un peu de recul. Et c'est ça aussi c'est peut-être important d'avoir des personnes à côté de soi qui ont au moins autant de pouvoir de dire si un des membres a tendance à s'enflammer, restons les pieds sur terre, nous ne sommes nulle part. Comment tu fais la différence entre ceux qui veulent te nuire et ceux qui veulent te voir réussir, ceux qui veulent ton bien? Ça, c'est pas vu humain, je parle. Ouais, ça c'est dans... Je pourrais te retourner la question parce que c'est dans tous les métiers. Oui, c'est clair. C'est clair. On peut avoir cette conversation de manière totalement ouverte. Je peux te donner mes skills aussi, il n'y a pas de problème, Bruno. Et ça, c'est toujours une difficulté vis-à-vis de l'être humain. Des escrocs, j'en ai déjà croisé. Toi aussi, j'en suis certain. J'en croiserai encore. Il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile dans un milieu où il y a beaucoup de pression, parce que plus on a de pression et plus on a tendance à prendre des décisions rapides et hâtives, et la rapidité n'est pas toujours bonne conseillère. Donc il faut prendre un peu de recul et il faut parler avec ses proches pour avoir d'autres avis, et il faut parler avec des personnes qui n'hésitent pas à vous dire en face, fais quand même attention, réfléchis bien avant de prendre telle ou telle décision. C'est quand même un investissement important pour tel joueur. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai retenu vis-à-vis de certains coachs, par exemple, qui te disent « Ah non, il me faut absolument ce Tavolieri. Il me faut absolument ce joueur. Si on n'a pas ce joueur, la saison, elle va être fichue, quoi. » Mais, et je m'excuse de le dire comme ça, des Tavolieri, il y en a des tas. Et donc, si Tavolieri est trop cher, qu'on demande 5 millions... Eh bien, il dit non, le budget, c'est 3 millions. Et on va trouver aussi bien pour 3 millions. Parce que, il y a plein de joueurs de foot talentueux. Donc, il faut continuer son approche pour le budget qu'on s'est fixé. Et 2, sans jeter le discrédit sur un entraîneur ou un autre, quand on vous pousse vers tel joueur, il y a peut-être une raison cachée qui est différente. Et donc, il faut aussi faire attention de ça. D'où... l'approche intéressante de l'Union Saint-Gilloise. Via les datas. Via les datas.
Ou on peut se tromper avec les datas. Hein. L'Union Saint-Gilloise a aussi quelques transferts qui n'ont pas réussi. On en parle moins parce qu'ils sont dans une dynamique qui est excellente. Mais après, quand tu vends ton attaquant 28 millions d'euros à Benfica cet été, je pense que ça efface pas mal d'erreurs. Voilà. Si tu avais fait la même chose, je pense qu'on aurait retenu aussi. Bien sûr. Voilà, l'été 2019, on en parle encore aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc, et pourtant, on avait acheté des Mladenovic, des Carlinhos, des Luškević. À beau le drater. Des Douillet-Chop. Et pourtant, ceux-là, on n'en parle plus. Mais on parle de Djenepo et de Marine. Mais ce que je veux dire, c'est oui. Si on fait confiance, beaucoup plus confiance à des datas et qu'on a une liste de 10 joueurs et que le coach ou le directeur sportif choisit parmi ces 10 joueurs, ça limite quand même le risque d'avoir des agents malhonnêtes ou véreux derrière. Oui, c'est clair. D'ailleurs, c'est intéressant que tu me parles d'agents véreux parce que le Standard, c'est déjà un milieu où c'est pas toujours extraordinairement bien fréquenté. Tu étais le président du Standard de Liège, donc tu as dû en voir passer du monde autour de toi. La jungle des agents véreux, tu l'as vécu. Est-ce que tu peux me raconter une histoire, quelque chose que tu as vécu? Parce que les gens ne savent pas. Nous, on connaît, évidemment, on sait comment ça se passe, mais ce qui est important aussi dans cette émission, c'est de faire comprendre et de faire connaître aux gens comment ça se passe vraiment quand on est dirigeant de foot et faire vivre un petit peu un instant de l'intérieur. Est-ce que tu peux me raconter une histoire d'un agent, par exemple, avec qui tu as vécu une histoire ou un truc absolument fou qui te reviendrait? Oui, il y a toutes sortes d'agents. Donc, il y a des bons agents. Je t'en citais un, c'est celui qui a amené Moussa Djenepo, François Verberen, qui était un agent correct, qui a perdu le joueur une fois qu'il est devenu connu. C'est souvent comme ça, malheureusement, quand des agents corrects amènent ce qu'on appelle des jeunes pépites, et puis qui deviennent connus, et puis après, ils s'en font prendre les joueurs. Mais oui, tu as des agents aussi qui t'envoient des WhatsApp avec 50 listes, 50 noms de joueurs en disant il faut prendre celui-là, machin. Et puis on transmet. C'est pas le rôle du président de faire les transferts. Donc il transmet à l'équipe de scouting, il transmet au directeur sportif. Et puis 2 ans après, vous voyez que cet agent dit mais j'avais proposé Mbappé au Standard de Liège et ils l'ont pas pris. Et puis tu vérifies ça, tu dis c'est quand même pas possible, on m'a pas proposé Mbappé quoi. Et puis vous allez voir, si tiens, il avait mis Mbappé, mais il l'a mis dans une liste de 50 noms et il n'était pas l'agent du joueur. Et donc il n'avait jamais aucun droit de proposer ce joueur ni de faire un transfert sur ce joueur. Mais après il vient dire, et puis le journaliste en manque de sensationnalisme, il va dire t'as vu Venanzi et Van Buiten, ils ont refusé Mbappé quoi. Oui non. Et donc ça c'est des techniques des agents et c'est pas très honnête. Ouais, c'est clair. Il y a des agents aussi, j'ai déjà été menacé d'un agent physiquement si je ne faisais pas tel transfert. On a eu un joueur, c'était mon premier transfert, j'ai oublié le nom du joueur, mais ça pourrait me revenir, mais qui vient, on a un accord avec un agent, on a besoin d'un attaquant, c'était donc mon premier mercato, et le joueur vient au club pour signer, on avait convenu d'un salaire. Et puis il dit le joueur, c'est même pas l'agent, là c'est le joueur qui dit non, je veux plus, je veux le double. Et donc on parlait d'un joueur qui allait coûter 300 000 euros brut environ au club, et puis il dit non 600 000 euros brut, sinon je signe pas. On est le dernier jour du mercato l'après-midi. Et puis j'appelle l'agent, je dis c'est quoi ça? Il dit non, désolé. Je ne suis pas au courant, etc. Parce que le joueur était arrivé avant l'agent, puis l'agent vient, et puis il dit non, je ne signe pas. Et puis, moi, tant pis, je dis, je signe pas. Merci, au revoir. Et rentrez chez vous. Et puis, l'agent essaye de le raisonner. Et puis, le joueur revient et dit, ça va, 400 000, je signe. Et puis, je dis, non, c'est 300 000. Ouais, non, 350. Non, 300 000. Et puis, il ne voulait pas, il repart. Et puis, l'agent était excédé. Donc, on dit toujours c'est les agents, mais c'était le joueur qui avait essayé plus. L'agent était excédé. Il dit au joueur, si c'est comme ça, tu retournes tout seul à l'aéroport, tu te débrouilles. Incroyable. Et puis le joueur est revenu dans le bureau et il disait, ok, je signe même pour 200 000. Et j'ai dit non, vous pouvez rentrer parce que je ne voulais pas une telle mentalité dans le truc. Et il est rentré il a dû se débrouiller pour rentrer chez lui.
Incroyable. Est-ce que c'était la même année que le transfert d'Orlando Sa ou pas du tout? Non, ça c'était Parce qu'il y avait eu un transfert qui ne s'était pas fait et Orlando était arrivé, je m'en rappelle, au même moment. Oui, ça C'était pas lié à ça. c'était un autre transfert et ça aussi c'était comique parce qu'on est avec un agent et c'était Doudou Dahan Ouais. qui voilà, on bloque sur un joueur et on n'a pas de plan B vraiment, on n'avait pas de plan B et puis il dit j'ai Orlando Sa et le directeur sportif qui dit je connais et je dis et quoi il est bon. Et je dis on peut le prendre pas de prix de transfert, ok, et on a pris Orlando Sa comme ça. C'était un joueur libre, quoi. C'était un joueur libre. Ok. Ouais. C'est qui ton meilleur coup, Bruno? Je dirais, il y a quelques joueurs que j'ai bien aimés, il y en a plusieurs. Razvan Marin était un joueur qui, humainement parlant, était très agréable. Je suis toujours en contact avec lui, c'est une bonne personne. J'ai bien aimé Moussa aussi, qui arrive tout timidement sur la pointe des pieds, qui ne fait pas parler de lui pendant 6 mois, 1 an, et puis qui s'impose petit à petit. Moussa Djenepo. Junior Edmilson, ça reste pour moi un excellent transfert, un excellent joueur. Et ça t'a causé des problèmes derrière, d'ailleurs, cette histoire d'Edmilson. Oui, mais qui ont été résolus par la suite, donc c'était pas bien grave. Tu regardes le joueur. Oui, bien sûr, bien c'est un très beau joueur. Je suis très content aussi d'avoir... j'avais déjà essayé de l'avoir quand il est parti à la Gantoise, Nicolas Rasquin. Ouais. Et puis on l'a récupéré. On s'est bien battu parce que c'est... j'adorais ce joueur, j'adore toujours ce joueur. Je pense qu'il est en progression, il a encore une marge de progression importante. C'est un joueur intelligent, qui réfléchit, qui essaie de comprendre la tactique. Ça peut parfois poser problème pour certains entraîneurs quand un jeune te demande de justifier le positionnement. Ouais, c'est drôle, mais il y en a d'autres. J'aimais bien Nathan Ngoy, qui vient de quitter, là. Excellent joueur, dommage qu'il s'est blessé, mais il venait de ton époque aussi, tu l'avais recruté à ce moment-là? Oui, chez les jeunes. Il venait de l'académie d'Anderlecht, hein? Oui, exact. Thierry Verians qui l'avait recruté. Qui était à Anderlecht aussi, d'ailleurs. Qui était à Anderlecht et que Daniel Van Buiten avait fait venir. Ce Thierry Verians qui avait fait venir aussi Amin Al-Dakil. D'accord. Il ne travaillait pas avec des datas, mais il savait repérer des bons jeunes. Des internationaux. Amin Al-Dakil est devenu international sous Tedesco. Possiblement Nathan Ngoy sous Rudy Garcia. Donc, Thierry Verians avait des très belles idées. Tout à l'heure, tu parlais des agents. Et je voulais te demander un petit peu comment toi, tu as justement tu as pu te protéger. Parce que je sais qu'à un moment donné, tu as été menacé, etc. Ça a été mis en difficulté. Comment tu as fait pour te protéger d'un point de vue personnel, d'un point de vue, on va dire, au premier degré, d'un point de vue humain, et aussi d'un point de vue psychologique? Comment est-ce qu'on se protège d'un milieu du football qui est fondamentalement violent, d'une manière générale? Alors, il l'est peut-être, je le dis, de manière littérale, mais il l'est aussi de manière figurée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut être beaucoup des coups de pression, etc. Tu me parlais de toute cette pression que tu as dû vivre. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger de ça quand on est un être humain? Comment tu as fait, toi? On se crée un peu une carapace, et on essaye de relativiser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, mais ça ne reste que du football. Il faut quand même vraiment relativiser par rapport à cela. C'est pas facile, mais il y a bien plus important dans la vie que le résultat d'un match de football. Et donc on essaye de prendre un peu ses distances par rapport à ça. Et plus on avance avec l'expérience, plus on avance avec l'âge, et plus on sait le faire. Au départ, j'avais pas l'impression. J'avais l'impression que pour toi, c'était le plus important, c'était un match de foot. À un moment donné, quand tu étais supporter du Standard, on sentait que ça te tenait très fort à cœur. Pendant un match, il n'y a rien de plus important. Mais avant le match et après le match, c'est différent. Mais tu as appris à te protéger aussi. Hein. Je me rappelle que, je ne sais pas si c'est possible, mais tu es très proche d'un boxeur. Et il était un peu proche de toi à un moment donné. Je me suis dit, est-ce que c'est devenu ta sécurité? Est-ce qu'il a fait ta sécurité dans les moments où tu as été un peu menacé? Est-ce que tu as eu besoin aussi? Non, j'ai jamais eu de sécurité rapprochée en tant que telle. Mais c'est vrai que j'ai des amis un peu partout. Mais, non, j'ai jamais eu besoin en tant que tel d'une sécurité rapprochée. Je pense que ça attise aussi un peu la haine. D'avoir autour de soi, d'être entouré
garde du corps. Je pense qu'il y a évidemment aussi... je veux dire, j'ai toujours eu une bonne relation avec les supporters, de manière individuelle ou en petits groupes. Mais c'est clair que pendant une défaite d'un match contre Charleroi, alors qu'ils sont nombreux et peut-être avinés, c'est pas à ce moment-là qu'il faut entamer un dialogue. Parce qu'il y a une certaine nervosité des deux parties. Mais sinon, la relation a toujours été saine avec les supporters et même avec les groupes de supporters, même si on n'était pas d'accord et même s'ils souhaitaient d'autres orientations pour le club. Les discussions à l'époque avec les présidents et la direction du PHK, des Ultras, a toujours été, lorsqu'elle était confinée, a toujours été correcte et respectueuse, même si c'était un peu chaud. Ta carrière de dirigeant, c'est une réussite ou c'est un échec? Je dirais un peu les deux à la fois. Il y a eu des réussites avec les participations aux Coupes d'Europe. On a joué des clubs prestigieux qui jouent maintenant chaque fois la Champions League, comme Arsenal, comme Benfica. On a joué Séville aussi. Enfin, on a joué des chouettes équipes. Ce sont des bons souvenirs, ce sont des bons moments. Aujourd'hui, pour le Standard de Liège, ça paraît loin. La participation à la Conference League, qui n'existait pas encore, mais au moins à l'Europa League, c'est lointain. Mais ça, ce sont des excellents souvenirs. C'est dans la case réussite. 2 victoires en Coupe de Belgique. Une 3e finale perdue contre Genk également, qui aurait pu aussi changer la face du monde, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Une place de vice-champion avec certains acteurs qui disent s'il n'y avait pas eu la main de Vormer, mais bon, c'est un autre débat. Mais celle-là, elle te reste toujours en travers de la gorge. Vous avez été volé ou pas? Celle-là, pour moi, c'est pas une main sur le ballon, c'est une main dans la figure. Ah ouais, tu la digères toujours pas. Non, je la digère toujours pas. Mais on a été vice-champion, on a été 3e. Ce sont des résultats qui paraissent lointains aujourd'hui, mais ça, c'est dans la case réussite, parce que quand j'ai repris le club, il faut pas oublier non plus qu'il perdait 8 millions d'euros. Donc la situation n'était pas saine non plus. Donc oui, très fier de ces moments-là. Par contre, les 2 dernières saisons, surtout la dernière, c'est beaucoup plus compliqué. On flirte quasi, enfin pas avec la descente, mais on est dans une position qui n'est pas confortable, et ça c'est un échec. Inadéquate avec le statut du Standard de Liège. Exactement. Et les résultats financiers... Post-Covid, on n'a pas réussi à redresser la barre. Il aurait fallu être en Coupe d'Europe. Et donc, quand je laisse le club, il perd aussi beaucoup d'argent. Celui qui rachète le club doit réinvestir. C'est d'ailleurs dans la convention de vente du club qu'il doit faire une augmentation de capital, même si après c'est vendu, je n'ai plus aucun moyen de vérifier, mais c'est noir sur blanc dans la convention qu'il doit faire une augmentation de capital de 15 millions pour équilibrer les comptes. Or, on a appris par la suite, ils ont fait à la place, ils ont fait un emprunt de 10 millions à Tifosi. Tu parles des Américains, donc je parle de 777 à qui tu as revendu, voilà, évidemment, on va y venir. À qui j'ai revendu. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que la situation du club a continué de décliner. Mais oui, la dernière saison, c'est pour moi un échec douloureux. Oui. Donc tu vends, enfin l'annonce, je pense, elle se fait en mai 2022. Oui, avril, mars. Déjà mars. C'est ça, c'était déjà là qu'il y avait une première... En janvier, la décision était déjà prise. Mais l'annonce se fait effectivement au mois d'avril. Ça, c'est vraiment un chapitre important, parce qu'on dit souvent que la réussite, c'est aussi ce qu'on fait, mais c'est surtout ce qu'on laisse. Là, c'est l'héritage du Standard de Liège aujourd'hui que tu as laissé aux Américains, en laissant aussi, quelque part, toute une série de zones de doute. Est-ce que toi, tu peux m'expliquer comment t'en es venu, alors qu'il y avait d'autres investisseurs, à vendre à ce partenaire-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire « Ok, c'est eux que je veux ». Est-ce que tu as été manipulé? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont poussé dans le dos pour pouvoir faire ce choix-là? Est-ce que c'était conscient? Comment ça s'est passé réellement? Parce que nous, on a juste vu un communiqué, tu vois ce que je veux dire? Oui.
Bah non, je négocie, c'est pas un secret, je l'ai dit par la suite, j'ai négocié avec 3 groupes différents, des Canadiens, des Américains et un groupe de Sergei Lomakin, d'origine russe. Et donc, c'était un peu avant l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Et j'avais un accord avec Sergei Lomakin, Guy Drus-Pukas et Roman Dubov, 3 associés. Et un accord qui était intéressant au niveau financier pour moi, qui était le plus intéressant des 3, et qui était intéressant pour le club également, parce qu'il décidait de reprocéder, non pas, on avait estimé la recapitalisation nécessaire à 15 millions d'euros. Quand j'ai repris le club, si vous vous rappelez, en 2016, j'ai reprocédé également moi-même à une augmentation de capital de 10 millions d'euros pour remettre les comptes à jour. Ici, il fallait remettre 15 millions d'euros. Eux, ils estimaient qu'avec l'ambition qu'ils voulaient avoir, les Russes, il fallait remettre 30 millions d'euros parce qu'ils voulaient jouer Ils avaient fait tout un plan. Première année, l'année où ils reprenaient le club, c'était rester en division 1. Je me souviens, ça m'a marqué parce que je me dis, le Standard de Liège, il ne va pas descendre. Non, on est dans une situation où le premier objectif, c'est de rester en Division 1 et de commencer à construire pour l'année prochaine, pour être dans le top 6 et puis dans le top 4. Et il y avait une progression. Ça, c'était son projet. Ça, c'était le projet. Et c'est un projet qu'ils ont fait avec Roman Dubov à Paphos, donc le club chypriote qui est aujourd'hui en Champions League. Ils ont repris ce club en Division 2 chypriote. Ah, c'est devenu Paphos alors, en fait, ce projet-là. Incroyable. Non, ils avaient déjà repris Paphos depuis 6 mois et ils voulaient reprendre un club. Ils voulaient reprendre Saint-Étienne ou ils voulaient reprendre le Standard de Liège. Ils voulaient un club avec un héritage culturel fort. Et des supporters très très forts, un vrai ancrage de supporters. Ah, ils étaient venus contre Standard Charleroi cette saison-là. Ah, moi j'ai dû me coltiner les supporters là, sur le dossier Lucas Tassa. Je peux t'assurer qu'à Saint-Étienne aussi, c'était pas mal. Hein. Et donc on avait un accord avec un investissement important. Ils me demandaient de rester actionnaire du club. Et donc j'avais pris ma décision. On était en train de rédiger les contrats. Ouais. Et puis Poutine a envahi l'Ukraine. Et donc, j'ai eu des discussions avec le monde politique pour vérifier si ces investisseurs n'étaient pas des oligarques. Ce n'étaient pas des oligarques, ni première ligne, ni deuxième ligne. Ils n'ont d'ailleurs jamais été inquiétés à ce niveau-là. Mais la perception allait être très mauvaise. Et après discussion avec plusieurs interlocuteurs politiques, journalistiques, investisseurs également, j'ai pris le choix de ne pas continuer. Donc j'ai appelé Sergei et je lui ai dit je préfère arrêter les négociations. Et il m'a dit je comprends et ça m'arrange aussi parce que c'est pas bon momentum pour nous non plus pour diverses raisons. Donc si tu peux attendre, je suis preneur. Et j'ai dit non, je peux plus attendre. Et donc je me suis retrouvé avec 2 groupes à négocier et finalement l'offre la plus intéressante que j'estimais la plus intéressante financièrement ou global, les deux. Okay. Les deux, à la fois pour le club et pour moi-même. Donc à ce moment-là, tu juges que l'offre de cette Estate Partners d'un point de vue sportif pour le Standard est la bonne. Ouais. Je fais valider par l'Union belge par rapport à la licence. Je fais valider, je travaillais avec POSC, c'est pas un secret pour la vente du club, pour mettre dans la vente du club. Je fais valider par plusieurs grandes banques belges que la contrepartie est sérieuse et j'ai des feux verts partout. Et c'est que 2 ans après qu'on apprend grâce à Josimar, journaliste d'investigation. Moi, j'ai compris beaucoup plus vite parce que j'avais fait des prêts au club avant pour un peu pour la continuité lors de ma fin de présidence. Et puis, les prêts étaient venus à échéance, déjà le 30 juin de l'année où j'ai vendu au mois d'avril. 2022 Oui, et ils ne me remboursent pas. Sans aucune justification. Et là, j'ai commencé à me dire, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, ils ont commencé à me faire pas mal de griefs qui se sont avérés faux. Mais à ce moment-là, je suis déjà... ils me font passer pour le mauvais dès la reprise du club. Et j'ai compris, j'ai eu la chance d'acheter et de vendre plusieurs sociétés. Et j'ai jamais eu de litige. Aucun. Avec aucune de mes ventes de société. Et là, c'est la seule fois où j'ai eu des litiges, peut-être parce que ma gestion n'était pas optimale, il faut aussi savoir se remettre en question. Mais de cet ordre-là, j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas correctement.
Et puis, ça s'est avéré après plusieurs mois ou une année ou deux qui ne respectaient pas leurs engagements. Ça a été la raison du départ d'Adela vers le club de Bruges. C'est qu'il avait reçu des promesses. Et sur les 3 ans de 7-7-7, il faut reconnaître aussi, je ne sais pas moi, qu'il n'y a jamais eu de bons transferts. Certains de vos collègues ont dit que Fergal Harkin faisait du bon travail. Moi, je n'ai pas trouvé. À part Camara, je n'ai pas vu beaucoup de plus-value au niveau sportif et financier pour le club. Je pense qu'aujourd'hui... Qui n'était même pas un dossier de Pierre Locht, c'était un dossier à Pierre Locht, ça, c'était pas un dossier de Fergal Harkin. Bravo Pierre Locht alors, ça je l'ignore, mais voilà, je pense que maintenant il y a renouveau, enfin j'espère, il y a déjà eu des transferts pour moi qui sont quand même un peu plus intéressants, qui sont plus intéressants que ce qu'on a vu sur les 3 années précédentes, et puis on va voir ce qui se passe par la suite. C'est compliqué, c'est vrai qu'au final, on peut se poser la question d'un regret aussi, de ne pas avoir vendu aux Russes Sergei Lomakin. Est-ce que c'est le cas dans ton esprit? Est-ce que tu te dis... Parce que j'aurais peut-être pu emmener le Standard dans une autre direction si j'avais continué mon chemin. La vie a fait que j'ai été quelque part un peu forcé de ne pas faire ce dossier-là. Et là, je me retrouve dans une situation où, quelque part, si le Standard va mal et continue entre guillemets d'aller mal financièrement et surtout dans l'incertitude, parce que c'est ça le problème des Américains, c'est qu'on ne sait pas où on va, c'est peut-être un peu de ma faute, je suis peut-être un peu aussi responsable et donc je m'en voudrais. Tu vois ce que je veux dire? On est tous un peu responsables de cette époque-là. Peut-être les supporters qui ont mis une pression quand même forte sur la fin, qui était peut-être pas nécessaire à ce point. Peut-être le monde journalistique, c'est pareil. Moi-même, le premier. Mais je pense que, oui, voilà, quand on vend, vous vendez votre maison, si après le suivant, il la transforme et vous la trouvez moche, c'est peut-être pas ma maison, qu'est-ce que vous avez fait de ma maison? Vous avez vendu votre maison, c'est plus votre maison, il faut l'accepter. Et je suis triste que le Standard ne joue pas le titre, mais il faut accepter que peut-être à l'époque, c'était... ce qui semblait être la meilleure contrepartie. Bien sûr, j'aurais voulu une autre issue. Bien sûr, j'avais un accord avec Sergei Lomakin. Et voilà, mais les circonstances ont fait que ça n'a pas pu évoluer de cette manière. J'ai l'impression que tu n'étais pas aussi informé que tu le pensais. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es arrivé, tu as vendu... Je crois que c'est trop facile de dire aujourd'hui tiens, oui, tu n'es pas assez informé. Personne n'était informé. Tout le monde disait que c'était une bonne contrepartie. Tout le monde reprenait les extraits de presse après. C'est un groupe qui pèse 3 milliards. 3 milliards, ils sont ambitieux. Après, ils voulaient racheter Everton. Donc, tout le monde se disait waouh, ils vont en plus racheter Everton. Ils ont les moyens. Ils sont déjà dans un club italien. Ils avaient des actions à Séville, je pense, ou à Valence, je ne sais plus. À Séville. À Séville. Ils ont racheté le Paris FC. Donc, on se dit, voilà, c'est un groupe qui a des moyens importants. Ce sont, je reprends les textos, les articles de presse de l'époque. Donc, tout le monde un peu a été dupé par... Mais les articles entre nous, Bruno, les articles de presse, on s'en fout. C'est toi qui vois quelqu'un qui veut t'acheter justement cette fameuse maison qui s'appelle Standard de Liège. Qui met un certain prix et qui honore directement la première tranche et qui parallèlement est sur d'autres projets importants. Mais tu as eu du mal à être payé à un moment donné, non? La première tranche a été payée directement. Ok. La deuxième tranche, c'est autre chose. Ok. Et là, tu as dû te battre pour l'avoir. Tu sais que j'ai entendu parler d'un truc, alors c'est bien que tu me le dises ou pas, c'est vraiment, je te pose la question de manière extrêmement naïve, que dans le contrat, il était considéré que tu pouvais récupérer une partie du club ou une partie des parts du club s'il ne te payait pas ou il y avait quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai déjà effectivement expliqué. C'était un paiement en 3 tranches. Ils avaient honoré la première tranche. Si vous ne payez pas la deuxième et la troisième tranche, vous allez récupérer forcément les actions que vous n'avez pas vendues. C'était en partie écrit dans les conventions et c'était de toute façon après le tribunal qui allait décider. Mais c'est comme si vous vendez votre maison. Je faisais l'exemple avec la maison. C'est vous qui faites le crédit. Ça s'appelle le crédit vendeur. Faites le crédit. Si vous n'êtes pas payé de la deuxième et la troisième tranche, vous allez aller trouver l'acheteur et dire mon coco, tu ne payes pas, moi je vais récupérer mon bien.
Et tout ce qui peut dire, ah oui, mais alors tu me rembourses la première tranche. Et c'est là que commence aussi un litige, parce que si la première tranche payée a moins de valeur que ce que le club ou ce que la maison est devenue, parce qu'il a cassé un mur ou parce que la valeur des joueurs est moindre, on est parti pour des litiges qui sont longs et compliqués, d'autant plus que le football, c'est souvent du court-termisme. Et donc, mais c'est ce qui se serait passé. C'est normal, si vous ne payez pas... si vous ne payez pas votre dû, ça n'aurait pas fait mes affaires parce que je ne souhaitais pas retourner dans le football à cette époque-là. Et finalement, le tribunal m'a donné raison. Miraculeusement, Cap est sorti du chapeau et a payé la deuxième tranche. Et il te manque encore la troisième maintenant, c'est ça? Oui, mais elle est consignée sur un compte de tiers. Donc, avec ACAP, la discussion a été possible, ou avec ceux qui représentaient ACAP à l'époque, donc Pierre Loche et Giacomo Angelini. On a senti que c'était plus du tout le même interlocuteur. Et là, la négociation a été possible, et trouver un accord a été possible, ce qui était strictement impossible avec 777, qui n'était pas de bonne foi. Mais à refaire, tu n'aurais pas vendu à 777 Partners, tu aurais fait autre chose. Là, on a l'impression que tu t'es peut-être senti dupé, non? Ouais. À refaire, quand on a 55 ans, il y a beaucoup de choses qu'on referait autrement. Oui, mais on n'a pas le temps pour faire toute ta vie aujourd'hui, Bruno. Il faut raconter les choses un peu comme ça. Voilà, a posteriori, oui, c'était pas le bon choix. Ouais. Mais rappelle-toi aussi des premiers mois, avec Ronny Della, il a commencé à gagner des matchs. L'enthousiasme que tu évoquais tout à l'heure est revenu. Les supporters revenaient chanter dans les tribunes. Et c'est qu'après le départ de Ronny Della, ou quand il a commencé à avoir des frictions avec 777 et même la direction du club de l'époque, que ça a commencé à diminuer. Mais il faut remettre toujours dans le contexte de ce moment-là. Et maintenant, aujourd'hui, oui, c'est un regret parce que j'aurais bien voulu en avoir terminé et que le Standard joue les sommets. Mais ça n'a pas été le cas. Bien sûr que je le regrette. Mais à ce moment-là, je pense que c'était le choix de la raison, de moi d'arrêter, de ne pas faire cette augmentation de capital dans le club et de laisser une ère nouvelle commencer. Juste avant de passer à des choses un petit peu plus agréables, je voulais te poser la question de... Est-ce que tu le... Je vais dire si tu le referais, si tu avais l'occasion, est-ce que tu le referais, tu revendrais aux Américains ou pas? Franchement, oui ou non? C'est comme si... je vais la poser autrement. Non, mais c'est comme si vous demandez à quelqu'un qui aurait divorcé de son épouse après quelques années, après avoir fait 4 enfants, est-ce qu'à refaire, est-ce que tu te remarierais avec elle? Si par exemple... Si tu dis non à ce moment-là, oui, je comprends ce que les 4 enfants, alors ça veut dire que tu ne les voulais pas? Tu as tout à fait raison. Je vois ce et que donc, tu veux dire. c'est impossible de donner une réponse oui, j'aurais dû dire non, oui, j'aurais dû prendre l'autre, parce qu'on ne sait pas ce qui serait passé avec les Canadiens. Est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce que ça aurait été moins bien? Que sont devenus ces Canadiens aujourd'hui? Donc, voilà, est-ce que si... Si ECAP aujourd'hui, je vais la poser autrement, est en échec, s'il y a un échec et qu'on voit qu'effectivement le Standard, entre guillemets, descend de plus en plus avec de moins en moins de moyens et quelque part se vit malheureusement, on peut le dire, comme un club de pauvres, alors que c'est c'est un club qui est justement réputé, et à ton époque c'était un club qui avait des ambitions, qui dépensait, qui était vu comme un club du haut tableau, et qu'à un moment donné on se retrouve dans la situation où peut-être que la faillite arrive. Qu'un investisseur vienne. Ouais. Non, mais tu te sentirais responsable s'il y a une faillite? C'est ça que je veux dire. Est-ce que tu te sentirais en partie responsable? Aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il a déclaré, et ça s'est vérifié par les dépôts moniteurs. Ils ont remis les comptes à zéro, donc c'est plus ma responsabilité. Toi, c'est cette fameuse histoire de j'ai vendu la maison. Voilà, et maintenant il y a un travail de fond qui a été effectué, je pense, par M. Angelini et par ACAP, et donc c'est ce qu'ils ont déclaré de toute façon, c'est qu'ils repartaient sur des bases saines, donc je n'en suis plus responsable. Et maintenant, oui, il faut peut-être encore trouver un autre investisseur, parce que le football, ça reste un monde d'argent, de beaucoup d'argent. On parlait du succès de Bruges
Ben, au début, ils ont racheté aussi le club pas très cher, Bart Verhagen, Jan Boon, et puis ils ont investi intelligemment, c'est pour ça qu'ils y sont arrivés, ils ont fait du bon travail. L'Union Saint-Gilloise, allez voir les comptes, quand ils ont repris en D3 et en D2, ils ont investi beaucoup d'argent. À l'époque, même la première année en première division, l'Union Saint-Gilloise perdait beaucoup d'argent. Il y avait un actionnaire fort, qui est celui de Brighton, qui a remis de l'argent et qui a investi intelligemment et qui a bien travaillé. Donc, il faut les féliciter. Il y a des clubs qui travaillent encore très bien, comme Genk, au niveau de leur académie. Il faut les féliciter également. Tu sais aussi bien vendre avec Dimitri de Condé, où il y a un vrai système d'équilibre. Parce que ça aussi, c'est dingue. Hein. Il y avait quoi? Il y a 3 clubs en Belgique qui sont en positif. Et déjà, je pense probablement le meilleur directeur sportif de Belgique. Et ils ont réussi à le garder, une certaine stabilité. Et donc, c'est pas... Ils font pas toujours des résultats. Ils font souvent de bonnes saisons, mais pas toujours. Ça leur est arrivé de ne pas être qualifiés en play-off, de ne pas aller en Coupe d'Europe. Mais il y a une certaine stabilité dans le club et on ne panique pas quand la saison est moins bonne. En général, celle qui suit est correcte parce que le joueur a mis du temps à s'adapter. Prenons le cas de Tolu à Rokodare. La première saison, tout le monde s'est dit oh, c'est pas terrible. Et ils ont su le gérer, ils ont su aimer le joueur comme il doit être aimé. Et puis ça se passe différemment. Tu m'as parlé d'un match qui était ton dernier en tant que président à l'Union Saint-Gilloise. Et quand on a discuté ensemble, tu m'as dit c'est peut-être un des meilleurs moments que j'ai vécu. Parce que c'est un moment où mes enfants se sont retournés sur moi et m'ont dit merci pour tout ce que tu nous as fait vivre. C'était au Standard, en fait. C'était Standard Union Saint-Gilloise. C'était effectivement mon dernier match en tant que président. Et puis, après le match, je vais saluer les joueurs. Je vais même dans le vestiaire de l'Union Saint-Gilloise saluer 2-3 joueurs que je connaissais de l'Union Saint-Gilloise, ainsi que Felice Malzou, qui était le coach à l'époque. Et puis, les joueurs du Standard, je fais mes adieux, entre guillemets. Oui, tout à fait. Et puis je remonte par le terrain. Hein, les tribunes étaient vides. Et il restait 3 supporters que je connaissais bien, puisque c'était mes enfants. Et je dis, qu'est-ce que vous faites encore là? Ils me disent, on profite une dernière fois, parce que on sait que ça a été compliqué. Et parfois pour nous aussi, parce que indirectement, ils ont subi aussi une certaine pression, comme mon épouse. Vous vouliez une anecdote, une fois, pendant une finale de Coupe de Belgique, quelqu'un qui avait le numéro de téléphone de mon épouse l'a appelé en disant « Il faut faire tel changement, il faut que votre mari aille dire à Yannick Ferreira de faire tel changement, sinon le Standard ne va pas gagner le match. » Il avait laissé ça comme message sur le répondeur. C'est incroyable. Et ta compagne, qui en fait n'a rien à voir dans le foot, elle est notaire, je pense. C'est ça, donc c'est n'importe quoi. C'est le football, quoi. C'est le Standard. Ça, c'est le Standard, c'est le football. Voilà, l'anecdote était drôle. Et donc, pour revenir sur mes enfants, ils me disent « Mais on a aussi vécu des moments incroyables. Ils ont travaillé comme étudiants pour le club. » Il y a aussi des anecdotes... parce que ça, je peux la citer, c'est un jeune joueur talentueux du Standard, et un de mes enfants travaillait à ce moment-là à la logistique, donc ça veut dire qu'il rangeait les ballons, il mettait les cônes, etc. Et le joueur lui demande, un jeune joueur de son âge, lui demande combien tu gagnes. Et je pense qu'il dit... c'était quelque chose comme 1 900 euros. 1 900 euros net. Il dit ça, c'est pas terrible, c'est quand même bizarre, quoi. Pour toi, c'est ton père le président, oui. Bah oui, mais il dit c'est déjà pas mal, 1 900 euros. Et puis il lui demande, mais c'est par jour. Le joueur lui demande, c'est par jour que tu gagnes ça, un joueur de 18 ans. Hein? Et ben, il dit non, c'est pour le mois. Mais comment ça se fait? C'est ton père le président? Il dit c'est un job rémunéré d'étudiant et c'est le salaire d'un étudiant pour les heures que je fais. Il n'a toujours pas compris, le joueur. Donc ça veut dire aussi que certains joueurs, et c'est là qu'en tant que dirigeant de club, je me suis dit il y avait un travail éducatif à faire, ils sont déconnectés de la réalité. C'est incroyable. Est-ce que toi, tu avais conscience de l'impact clair que ça pouvait avoir sur la vie de famille, être président du Standard? À ce point, non. Mais mon prédécesseur, Roland Duchâtelet, m'avait mis en garde en me disant, écoute, c'est un impact sur ta vie qui est très très important
plus important que d'être sénateur. Il me dit, j'ai été sénateur et j'ai eu plus d'impact sur ma famille, sur mes prises de décision quand j'ai été président du Standard que quand j'ai été sénateur. Et ça m'a marqué. Et il avait raison. Le moment où tu as été le plus chahuté, Bruno, le moment où c'était vraiment le plus dur pour toi au Standard, c'était quand? C'est sur la fin, ça c'est clair. Mais t'as pas un événement qui te cristallise ton esprit, qui te rappelle, qui est dans ton imaginaire? Non, les moments très très difficiles aussi, c'est les stades vides, la période Covid. Parce que je me rappelle quand même à un moment donné, il y avait quand même des gens qui étaient venus trouver jusqu'à où est-ce que tu habitais pour venir faire des graffitis et tout ça, c'était dur quoi. Moi, si je vis ça, entre nous, Bruno, je le vis très mal. Oui. Il faut relativiser. Non, mais ce qui était dur, c'est cette période Covid. C'est la fin, la toute fin, quand il y a beaucoup de pression à ce moment-là. Le cri de Zinho, lorsqu'il se déchire les ligaments. Ça, c'était difficile parce que Zinho, c'est aussi une bonne personne. C'était un leader aussi. Ça nous... indépendamment du côté dramatique pour le joueur, parce qu'il ne s'en est jamais vraiment complètement remis de cette deuxième rupture. Il s'est reblessé là, avec Malaga. Je suis toujours... parce que c'était une bonne personne, c'était un leader de vestiaire. Et ça nous a beaucoup... Ça a été un peu cet événement a été un peu aussi le début de la période difficile pour le Standard. Tu considères qu'il y a un lien de cause à effet? Peut-être pas aussi important, non, mais psychiquement, c'est important. Ça reste pour moi une période charnière, oui, et une période difficile, parce qu'en plus avec un joueur que j'appréciais. Oui. C'est intéressant. Bruno, on va passer bientôt à la sauce. On va te mettre dans la sauce avec une question de supporter dans quelques instants. Mais juste avant... C'est moi qui pose la question? Non. Tu peux me poser une question. Si tu veux, moi je te donne... Non, mais tu as parlé d'un supporter. Mais justement, moi je vais te poser une question. Si demain je veux racheter le Standard, quel conseil tu me donnerais? Si demain je te dis, voilà, j'ai des investisseurs, j'ai envie d'y aller, je vais contacter ECAP, qu'est-ce que tu me dirais de premier truc à faire? Ne fais pas ça seul. Ça, c'est la première chose. Ne fais jamais ça seul. Entoure-toi de personnes que tu connais peut-être déjà avant et en qui tu as confiance et qui peuvent t'apporter une plus-value dans le cadre de la gestion d'un club de football. Et sois patient. Dialogue beaucoup avec les supporters, avec les journalistes, avec tous les journalistes. Parce que c'est compliqué d'avoir des relations difficiles avec un journaliste ou un chroniqueur. Tu n'as pas toujours été sympathique à la fin de mon mandat, donc et j'avais pas envie de te parler, que c'était probablement une erreur, mais c'est difficile. Et donc il faut vraiment tenir compte de tous les paramètres. Il y en a beaucoup, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire ça seul. Et puis il faut quand même un petit grain de folie. Et puis je te dirais bonne chance. Merci beaucoup. Allez, on passe tout de suite. On met Bruno Venanzi dans la sauce. Et oui, on met Bruno Venanzi dans la sauce avec une question. Celle-ci nous vient tout droit d'un supporter du Standard. Tiens, c'est un peu dans le sujet du jour. Monsieur Jordan RSCL-du-bas 7. Voilà, on aura cité son nom, qui nous pose une question très simple. Jordan Remacle. non, Jordan 7. C'est comme ça, en tout cas, qu'il se fait nommer sur les réseaux. La question, très simplement, elle concerne d'ailleurs deux choses que tu as mises en place. La première, c'est le partenariat avec la Fédération chinoise de football. Le Standard de Liège et l'Académie, vous avez créé un vrai partenariat. Vous étiez déplacés d'ailleurs pour pouvoir mettre en place des choses. Qu'est-ce qui est advenu de ce partenariat? Qu'est-ce que tu en retires? Ça, c'est un très bon partenariat. Mauvais timing. Très bon partenariat parce que on avait un accord obtenu avec Pierre Loche pour... ils avaient une autre dynamique qui était de former leurs coachs. Donc, on avait pris cet accord avec la fédération, on avait rencontré le président de la fédération chinoise, celle de Shanghai, celle de Beijing, on avait visité des clubs et on a mis en place ce partenariat pour former leurs coachs. Ça veut dire que des coachs allaient venir en Belgique pour former des jeunes. Et donc, ce sont nos coachs de l'académie qui allaient être rémunérés pour former des coachs chinois pour qu'ils puissent
quelque part importé cette méthodologie en Chine. Et leur idée, c'était qu'on avait développé ensemble, plutôt que d'acheter ou de prendre des joueurs étrangers pour donner une vitrine au championnat, c'était de former les bons joueurs de demain. Et il se basait sur le ranking de la Belgique, petit pays avec peu de joueurs, mais quand même plein de talent, grâce aux différentes académies mises en place en Belgique. Et donc, on avait un partenariat qui était rémunérateur, puisqu'ils allaient nous payer 1 million d'euros par an pendant 3 ans pour développer cela. Et tous les frais de leurs entraîneurs qui venaient en Belgique étaient assurés par eux. Et ils souhaitaient même qu'on envoie quelques coachs en Chine. Et on avait des accords avec 2-3 jeunes coachs pour qu'ils aillent se rendre en Chine pour former leurs coachs. Ouais. Donc ça, c'était le partenariat. Et on a signé ça en 2019. On a conclu cet accord lors d'un voyage, un échange économique à Shanghai. Et c'était en décembre ou novembre 2019, donc 2 mois avant le Covid. Et donc, quand est arrivé le Covid, on n'a pas su mettre en place le partenariat. Et la Chine a été fermée pendant plus de 2 ans. Et donc, ce partenariat est tombé à l'eau, malheureusement. À cause du Covid, en fait. À cause du Covid, complètement. Ouais. OK. Et le partenariat, justement, avec le TP Mazembe, parce que ça, c'est une autre question de Jordan, je vais lui lire. C'est très intéressant parce que c'est un partenariat qui a été incroyablement rémunérateur pour le Standard de Liège. Hyper intéressant. Pourquoi le partenariat avec le TP Mazembe, demande Jordan RSCL 7, qui a amené les réussites Bocadi et Luindama au Standard pour un budget absolument minuscule, n'a-t-il pas duré? Alors, il n'y avait pas vrai... Enfin, il y a eu un partenariat, mais... avec Moïse Katumbi. Oui, Moïse Katumbi, exactement, que Daniel Van Buiten connaissait bien. C'est lui qui m'a mis en contact avec Moïse Katumbi. Et c'est Daniel qui a fait venir ses joueurs à l'époque. Et il y avait 3 joueurs. Il y avait aussi Jonathan Bolingui, qui est parti à l'Antwerp par la suite. Et c'est un partenariat dans le sens où il gardait un pourcentage important sur le joueur, enfin qui était de 30%, pas si important, mais c'est vrai que on a encore fait venir un autre joueur par la suite. Pas Jackson Muleka? Jackson, oui, il venait aussi du TP, mais je pensais à un autre dont le nom ne revient pas. Et puis, il n'y a plus de joueurs en tant que tels qui nous ont intéressés. Et puis, le Covid est arrivé de nouveau. On a vraiment l'impression que ce Covid a mis tout à zéro. Hein. Oui, mais sinon, il y a des très, très grands talents, effectivement, au TP Mazembe. Et il y avait aussi... Et ça, c'est important, des joueurs qui ont permis l'intégration. Je parlais de Paul José Mpoku tout à l'heure. Il faut savoir que Paul José, il organisait des repas quasi tous les soirs chez lui avec Christian Luindama, avec Jonathan Bolingui, avec Merveille. Et donc, ça a créé une dynamique positive parce que quand vous faites venir un joueur et qui est seul... c'est beaucoup plus compliqué pour l'intégration, pour les repas. Vous êtes complètement défamiliarisé avec ce que vous avez connu et l'intégration est parfois beaucoup plus difficile. Et là, grâce notamment à Paul José, ça s'est bien passé. Et il organisait des repas avec eux. Il organisait des repas, j'ai évoqué tout à l'heure, avec Poco également et tous les joueurs. Et c'est ça qui a vraiment créé une vraie dynamique de groupe. Et on avait mis aussi en place un partenariat à l'académie, un 3e partenariat, et ça, ils ont arrêté aussi. Ça, c'est dommage, avec ce qu'on appelait des clubs partenaires. C'est Maxime Philo qui avait mis ça en place, qui nous a permis de faire de très, très bons recrutements chez les jeunes. Et ça aussi, ils ont arrêté, et je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. Mais en attendant, on sait pourquoi les partenariats avec les Chinois et donc les Congolais n'ont pas duré. C'est le Covid donc, qui a tué ça. Mais c'est vrai que c'était une époque où le Standard pouvait aussi partir. Et c'est très intéressant. C'est ce que je voulais mettre en avant avec toi, juste avant de te remercier d'avoir été présent en off. C'est cette innovation, cette volonté à chaque fois de créer quelque chose de neuf. On a senti une démarche entrepreneuriale dans une volonté de bien faire. Pas parfois la même volonté, on se dit, je sais pas trop bien où je vais, mais où je mets les pieds, mais je vais quand même essayer de le faire et vas-y, tant qu'on est dans l'action, on y va et on vit dans le présent, quoi. C'est un peu mon sentiment personnel sur ton passage, c'est que voilà, t'as pas été souvent aidé ni épaulé, et je pense que parfois t'as été un petit peu manipulé par des gens qui voulaient pas nécessairement ton bien, mais t'as fait quelque chose de bien. Oh, si tu veux, je peux te donner des noms, il y a pas de problème. En off alors. En off, et ben voilà, c'est magnifique, c'est la meilleure manière
manière de terminer cette émission. Merci beaucoup Bruno d'avoir été présent. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses dans toutes tes entreprises. Et puis voilà, quant à nous, on vous remercie d'avoir été présent. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec encore un nouvel invité de choix. Je vais y arriver. Ciao, ciao. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause.